4 adolescents au bord d'un lac, un véritable massacre et un meurtrier fantôme, voici quelques éléments de l'étrange histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Le mystère des meurtres du lac Bodom. Nous sommes en Finlande, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d'Helsinki. Se trouve un lac glaciaire naturel appelé Bodominjärvi, aussi surnommé en français le lac Bodom. Ce lac gelé la moitié de l'année est particulièrement fréquenté car il est à la fois proche de la capitale finlandaise, mais aussi de la deuxième plus grande ville du pays, Espoo. Et ce 5 juin 1960, vers 11h du matin, Risto, un menuisier d'une ville voisine, part faire son footing sur les bords du lac. Lors de son tour habituel, ce dernier aperçoit au loin une tente effondrée, éventrée et tachée de sang. Intrigué par cette scène inhabituelle, il s'approche de cette étrange découverte et tombe sur les corps inanimés de 4 adolescents. Très rapidement, ce dernier court vers une cabine téléphonique et s'empresse de prévenir les secours. Vers midi, soit 1 heure après la découverte des corps, des dizaines de voitures de police encadrent la zone. Sur les 4 jeunes, 3 sont déclarés décédés et un seul est encore en vie. Parmi les victimes, il y a 2 jeunes filles, Maila et Anya, tous les deux âgés de 15 ans, tandis que les 2 garçons, Seppo et Nils, en avaient 18. Il s'agissait de 2 couples d'amis qui se sont réunis pour faire du camping. Nils Willem Gustafsson sera le seul survivant. Miraculé, il est cependant victime d'une sévère commotion cérébrale ainsi que de nombreuses fractures au visage. Hospitalisé en urgence, il est placé sous protection policière. Dans le même temps, la scène de crime est passée au peigne fin par les enquêteurs. Et un premier constat est fait rapidement par les policiers. Le tueur n'a pas pénétré dans la tente, mais a attaqué les adolescents par le côté grâce à une arme contondante qui pourrait s'apparenter à une faucille ou un gros couteau. Il aurait d'abord pris soin de couper les cordes qui permettaient à la tente de tenir debout avant d'ensuite attaquer les 4 jeunes. Autre constat alarmant, Maila, la petite amie de Nils, est retrouvée couchée au-dessus de la tente et semble avoir subi plus de blessures que les autres victimes. L'autopsie va indiquer un peu plus tard qu'elle aura été poignardée à plusieurs reprises après sa mort. Quant à Nils, il était lui aussi au-dessus de la tente et écrasait le corps de Maila à moitié nu. La police y voit là une forme de mise en scène de la part du tueur. Suite à cette découverte macabre, la police contacte la famille des victimes. Ces derniers découvrent que les 4 adolescents sont originaires d'une ville à proximité du lac, mais sans avoir plus d'informations pour le moment, un appel à témoins va être lancé. 2 jeunes garçons qui observaient les oiseaux à plusieurs dizaines de mètres de la scène du crime auraient vu la tente s'effondrer et un homme blond en sortir vers 6h du matin. Une description partielle du meurtrier sera faite. La police va aussi faire des découvertes troublantes. Il remarque que les affaires des campeurs sont éparpillées autour de la tente, ce qui laisse penser que le tueur aurait volé plusieurs objets appartenant aux victimes. Parmi les objets volés, il y aurait un portefeuille et des vêtements. Plus tard, les enquêteurs retrouveront les chaussures de Nils à environ 500 mètres de la scène de crime, accompagnées de traces de sang. Nils sera lui aussi interrogé à l'hôpital. Néanmoins, et à cause de la commotion cérébrale qu'il a subie, les enquêteurs auront que très peu d'informations de sa part. Il affirmera tout de même avoir vu un individu avec des yeux noirs rouge vif venir vers eux. Il va aussi apporter des éléments qui collaboreront à la description faite par les 2 jeunes témoins. Petit à petit et au fil de l'enquête, la police va définir plusieurs suspects potentiels. Ils ont notamment étudié la piste de Pentti Swaininen, un homme d'entretien condamné à de multiples reprises pour des actes de violence. À l'âge de 24 ans, alors qu'il était en prison dans le comté de Kuopio, il a avoué avoir commis les meurtres du lac Bodom. Âgé de 15 ans à cette époque, Swaininen résidait à proximité d'Espoo. Les interrogatoires menés par la police n'ont pourtant pas été très concluants. Swaininen était un psychopathe difficile à gérer et volontiers mythomane. Il s'est d'ailleurs pendu en 1969.
Les enquêteurs émirent également un doute envers Valdemar Gillström, un gardien de kiosque connu pour haïr les campeurs et avoir des comportements agressifs envers eux. Un jour d'ivresse, lui aussi aurait confessé les meurtres à son voisin, en affirmant « je les ai tués ». Gillström avait comblé un puits dans sa cour quelques jours après les meurtres, mais les fouilles ultérieures n'ont rien révélé. Selon la police, la femme de Gillström aurait déclaré qu'elle était restée éveillée toute la nuit du 4 au 5 juin et que son mari n'avait jamais été loin de la maison. Cependant, sa femme aurait plus tard avoué que son mari avait menacé de la tuer si elle disait la vérité. Gillström s'est noyé dans le lac Bodom en 1969, sans doute un suicide. La police piétine quand un nouveau suspect avec un comportement très étrange arrive. Le 6 juin 1960, le lendemain du crime, Hans Assmann, un habitant des abords du lac, se présente à l'hôpital chirurgical d'Helsinki. Hans est un homme au passé troublant. Il est d'origine germanique et il aurait collaboré avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale avant de s'engager dans les services de renseignement soviétiques. Se présentant à l'hôpital ce jour-là, il est agressif et nerveux. Ses ongles sont noirs et ses habits couverts de taches rouges. Hans a la particularité de correspondre à la description du meurtrier du lac Bodom. Pire, il serait même suspect dans 2 autres affaires d'homicide. Néanmoins, Hans a aussi un alibi. La nuit du crime, il aurait été avec sa maîtresse et sa visite à l'hôpital concernerait des maux à l'estomac. Selon lui, les taches rouges auraient été de la peinture sans que cela ne soit jamais réellement prouvé. Un autre fait troublant vient se rajouter à la liste des suspects, une photographie prise le jour des funérailles des 3 adolescents. Elle montre un individu dans la foule qui ressemble à la description du meurtrier faite par Niels. Malgré toutes les recherches, cet homme mystérieux ne sera jamais identifié et n'a jamais été revu depuis. Aucune de ces pistes n'aura permis de mener à une arrestation concluante. Mais l'histoire connaît un énième rebondissement lorsque fin mars 2004, près de 44 ans après les meurtres, Niels Gustafsson, le seul survivant, est arrêté par la police et soupçonné d'avoir assassiné ses 3 amis. Début 2005, le Bureau national d'enquête finlandais déclare que l'affaire est résolue sur la base d'une nouvelle analyse des taches de sang. Selon la déclaration officielle, Niels aurait été prise d'une crise de jalousie meurtrière envers Meila, sa nouvelle petite amie. L'assassin s'est en effet particulièrement acharné sur elle, tandis que les 2 autres adolescents ont été tués moins sauvagement. Les blessures de Niels, bien que notables, furent moins sévères. Le procès débute le 4 août 2005. L'accusation demande l'emprisonnement à perpétuité pour Niels Gustafsson, argumentant notamment qu'aucun autre ADN que ceux des 4 campeurs n'a pu être retrouvé sur les objets de la scène de crime. Pour l'accusation, tout cela résulte d'un combat entre Niels et Seppo sous forme de jalousie. Néanmoins, la défense soutient au contraire que les meurtres étaient le travail d'un ou plusieurs étrangers et que Gustafsson aurait été incapable de tuer 3 personnes étant donné l'étendue de ses blessures. Et comment aurait-il pu marcher presque 1 kilomètre pour cacher ses chaussures dans un tel état? Ces arguments mettent le doute parmi les jurés. Suite au procès, le 7 octobre 2005, Gustafsson sera acquitté de toutes les accusations et l'État finlandais sera même condamné à lui verser 44 900 € de dommages, en particulier pour les souffrances psychologiques causées par la longue période de détention préventive. Aujourd'hui encore, le crime n'est toujours pas officiellement résolu. L'affaire du col Dyatlov, elle, a été résolue et même prouvée scientifiquement par 2 chercheurs suisses dans une étude publiée en janvier 2021. Et vous pouvez retrouver son étrange histoire en cliquant juste ici. Quant à moi, je vous dis à tout de suite dans ce nouvel épisode.